c'est par goût, c'est-à-dire j'aime vraiment tous les répertoires. Les aventures contemporaines, elles sont très importantes, elles sont magnifiques parce que c'est des textes qui sont créés. Alors par exemple avec Emmanuel Bayamaktam, c'est vrai que c'est en plus vraiment des textes qu'on a travaillé, non pas ensemble, mais disons dont la troupe que je réunis et moi-même, on devient outil d'une écriture en cours, etc. Et donc ça c'est vraiment, on a l'impression aussi d'être au cœur de notre pratique quand on fait ça, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que ma curiosité me conduit dans des chemins parfois assez divers et que bon, bah, je choisis de la suivre. Le théâtre dit de répertoire, il converse parfaitement justement avec des aventures plus contemporaines dans le travail. C'est très passionnant. Ensuite, bah, c'est vrai que c'est aussi la particularité. Ça a du sens, bien sûr, le théâtre de répertoire, le théâtre contemporain, plutôt pour ce que je vous disais, c'est-à-dire sur le type de pratique, le rapport à l'écriture et parfois la chance de travailler avec une autrice ou un auteur vivant. Mais bon, quand on fait un spectacle, le texte était écrit il y a 400 ans ou hier, en réalité, on fait une version scénique qui est complètement au présent, quoi qu'il arrive. Donc cette question, elle est dans le cadre de la pratique, pas majeur, si ce n'est que y a des textes dont on est sûr de la qualité, même dans les moments de doute, on se dit bon, de toute façon, je sais pas, le spectacle, je sais pas où on va, mais enfin toujours les gens entendront Tchekhov. Et quand on est sur les aventures contemporaines, il y a encore plus de questions, d'incertitudes, de découvertes. Donc j'aime bien passer de l'un à l'autre, ouais, c'est vrai. Oui, c'est important de réinterroger les codes du rapport avec le public. Les bousculer, pas forcément, ça dépend vraiment des spectacles, mais en tout cas, il me semble que c'est important, c'est vraiment la question politique pour moi dans le théâtre, c'est avant tout le rapport. Et la position dans laquelle on place les spectateurs. Et puis, c'est important et c'est quelque chose qui prend plus de place dans ma pratique maintenant. Depuis un moment déjà, ça m'interroge en réalité, parce que le spectacle, il a lieu évidemment avec le public, ça va de soi, mais le public est un praticien, une praticienne à part entière, c'est-à-dire on a un public artiste autant qu'on a un plateau artiste. Et c'est bien ce qui se passe dans ce moment de réunion qui compte. Et donc d'une certaine manière, et ça m'a frappé il y a longtemps quand j'ai eu la chance d'être invité au Globe pour jouer un spectacle. Bon, alors là, au Globe, on n'avait pas pu emmener le décor. Enfin, il nous avait dit on peut refaire un peu le décor et tout ça. Et puis, il m'avait invité pour voir. Je dis, oulala, bah non, alors on va absolument rien mettre parce que c'est impossible, puisque c'est un hémicycle avec une scène qui s'avance au milieu. Et puis, quand on a eu cette expérience là-bas, les gens parlent, réagissent, encouragent, vraiment comme des supporters, etc. Et ce rapport-là, très émouvant, en creux, en miroir, il interrogeait le rapport que petit à petit, disons la modernité, le 19e siècle, le 20e siècle, ont progressivement installé dans nos salles, qui sont devenues des salles aussi qui sont fonctionnellement frontales et qui créent un rapport de silence. On plonge les gens dans le noir, on leur demande de se taire, et puis à un moment, tous et tout autant qu'on est, si on n'y fait pas attention, on leur dit ce qu'il faut penser. Et du coup, les personnes se retrouvent aussi dans une situation où on a voilé. Pour autant, ça a toujours lieu dans tous les bons spectacles, même quand on est en frontal. Ce rapport a lieu activement, c'est-à-dire de toute façon, la pièce elle a lieu dans l'esprit de chacun et chacune, et pas sur le plateau. Donc on ne fait qu'agencer des signes. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt que bousculer, c'est de temps en temps relever le voile
pour qu'on se rappelle, pour qu'on remette en mouvement cette relation dans laquelle l'aventure artistique se vit à, je sais pas, la jauge plus le nombre de gens au plateau, et que c'est cette chose-là qui fait la pratique de la représentation, et on fait un art pratique. On n'est pas, enfin, je ne me sens pas dans le champ culturel, disons, comme pratique. J'essaie de travailler à ne pas faire un objet de consommation culturelle, mais un objet de petite aventure comme ça en groupe et d'attention. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, eh ben, c'est agréable de temps en temps de réactiver cette relation ou encore une fois la montrer mieux pour justement aussi sentir ce que nous on en apprend dans des formes comme ça nous permet aussi de revenir parfois sur les versions frontales. C'est très beau, c'est plus visuel, c'est sur l'image que tellement de spectacles qui sont géniaux en la matière. Mais c'est bien de garder au cœur ce rapport-là, quatrième mur, pas quatrième mur, ça existe, ça peut s'oublier, ça s'oublie moins souvent au plateau, mais ça peut arriver, et il ne faudrait pas tromper son public. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, comme vous le dites, le point de départ, il est purement artistique, c'est-à-dire que la question de l'Avare, cette pièce qui est tout à fait impressionnante de vision, de génie. Molière et à ça d'extraordinaire, c'est que c'est notre monument, et ça m'a fait la même chose avec Shakespeare. Donc, on peut dire qu'il est, voilà, il est tout là-haut, et pour autant, il est clairement sous-estimé. Donc ça, c'est un truc qui est complètement fou à vivre. On dit, ah oui, en fait, en plus de tout ça, c'est un génie visionnaire. Et donc, ce qu'il a écrit dans l'Avare, évidemment, se porte encore plus clairement à notre époque, où les gens vivent plus âgés, où la concurrence générationnelle est forte, et où l'accaparation des biens est devenue un enjeu aussi dans la génération, ce qui est vraiment très présent dans la pièce. Alors, comment on se pose cette question aujourd'hui, alors que le paradigme a beaucoup changé? Il y a aussi des choses très concrètes, c'est que Harpagon dit certaines phrases, le personnage reste évidemment le même. Néanmoins, quand il dit à sa maisonnée là, qu'on ne resserre pas 15 fois quelqu'un qui n'a pas fini son assiette, c'est mauvais pour la santé, etc., qu'on ne s'habille pas pour ce qui est l'équivalent de 4000 € de fringues qu'il reproche à son fils d'avoir. On l'entend différemment aujourd'hui. Les paradigmes ont heureusement, enfin au-delà même de la question de ce qu'on en pense, et elles ont énormément bougé. Et ce qu'on interroge maintenant, quand on interroge le fait de donner, le fait de conserver, etc., la générosité, on interroge aussi, ben oui, tout ce pan de questionnements qui sont nouveaux, qui sont passionnants, qui sont le réemploi, la mesure, la décroissance aussi d'une certaine mesure, dans une certaine mesure. Et donc, c'était important pour nous de trouver un moyen qui soit pas commentaire, en gros, de placer la pièce pour ce qu'elle est, brute, mais dans ce contexte-là. Et donc, on a réfléchi à cette idée de faire un spectacle sans rien, pour un ensemble de raisons. Déjà, celui de mettre en complicité le public avec nous dans cette question, et parce que quand on va voir l'Avare, quand on va voir ces grandes pièces, évidemment notre premier réflexe c'est celui de dire oui, enfin, pas nous, bien sûr, c'est drôle parce que c'est pas nous. Bon, et bien donc c'est un peu moins amusant, parce que c'est plus amusant quand ça vient nous bouger dans différents endroits. Donc c'est aussi se mettre à cet endroit-là. Et alors en effet, ça a changé un peu de nature, et c'était intéressant de se poser cette question active, qui est présente dans le théâtre, cette question aussi, qui est présente à mon avis, qui n'est pas toujours extrêmement bien posée, mais bon, des fois il vaut mieux mal poser la question que l'occulter, parfois jusqu'à certains contresens dans lesquels je ne suis pas toujours à l'aise, mais donc
et ben, comme je suis tout sauf un penseur, la seule chose que je sais faire, c'est des spectacles. Donc c'était important pour nous que la question se pose activement. Et donc on s'est mis là-dedans, c'était un choix particulier, puisqu'avec toute la bande de collaboratrices et collaborateurs qui m'accompagnent, on s'est dit, bon, bah alors qu'est-ce que c'est le minimum? Et puis, en effet, ces dons, il n'était évidemment pas question ni de les jeter, ni la question, c'est comment ça circule et comment cette générosité nouvelle aussi, elle est dans le mouvement. On a rencontré différentes personnes et puis on est tombé sur la ressourcerie La Petite Roquette qui fait un travail qui est tout à fait en accord avec ce qu'on allait proposer aux gens. Parce que quand on leur demande de donner, il ne faut pas non plus les... faut être bien sûr que le geste correspond à ce qu'on peut souhaiter. Ils font un travail formidable donc de réemploi, d'insertion aussi, puisqu'ils pour des personnes en besoin d'insertion, ils les forment. C'est devenu vraiment un diplôme certifiant à ce métier de valoriste, c'est-à-dire récupérer la vieille chemise déchirée où il manque les boutons. Les jouets aussi, c'est très drôle parce qu'ils récupèrent des bouts de puzzle. On dit, bon, ça sert à rien, mais en fait, patiemment, ils reconstituent un jouet qui va arriver à retrouver une vie pour un autre gamin à un moment. Donc c'est très impressionnant leur organisation qui nous a beaucoup inspiré aussi dans la manière, nous, de recevoir. Et après, il y a tout un travail invisible qu'on fait tous ensemble, de retrier tout ce qui nous a été donné et le préparer de façon à ce que ce soit pas jeté dans la ressourcerie et leur faire plus de boulot qu'autre chose. Donc c'était super intéressant, et c'était super intéressant aussi de voir comment eux considéraient les dons. Et qu'est-ce que ça voulait dire aussi la valeur d'un objet qui a toujours été, parce qu'on reçoit des objets très bizarres, voilà, cet objet à un moment a été désiré. Donc quelque part, donc c'est aussi la vie des objets. C'est assez poétique en fait de travailler là-dessus. Ça nous a conduit à cette forme un peu particulière de commencer comme ça avec disons un spectacle entre guillemets radin, c'est-à-dire toute la troupe en slip là, et puis ça a conduit aussi à autre chose qui est un peu une réponse des fois à la manière dont on pose mal les questions pour le milieu du théâtre. C'est que c'est très bien, on peut se débarrasser des 4 planches de bois, de temps en temps on a envie de dire oui, bien sûr qu'on y pense à ces questions, on y pense, on essaie d'y penser intelligemment. D'une part, c'est lié à certains financements. Nous, on a la chance, ça fait longtemps qu'on réemploie nos décors, nos costumes. On a un atelier derrière nous, là, il y a un atelier, c'est facile. Quand on est en compagnie, qu'on n'a pas de lieu de stockage ou que les lieux de stockage coûtent, c'est des questions qui sont structurelles en réalité. Mais c'est très bien, il y a des initiatives superbes qui ont lieu, par exemple chez nos voisins de l'Aquarium, avec leur ressourcerie théâtrale. Il y a plein de choses super qui sont faisables et qui sont intéressantes. Et en tout cas, quand on dit il y a trop de décors, il y a trop de machins, bon, c'est bien peu de choses. Éteignez une gare une nuit, s'il vous plaît. On en reparle. Et surtout, derrière ça, il y a des gens. Donc en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait tout tomber, eh ben, notre strict minimum, nous, c'est qu'est-ce que c'est qu'une équipe de théâtre? C'est-à-dire que du coup, on s'est retrouvé à 15 au plateau, puisque toutes les personnes qui m'accompagnent, qui sont, bon, évidemment, c'est évident que le metteur en scène n'est qu'un prête-nom à un groupe artistique en général, qui peut bouger plus ou moins. Dans mon cas, c'est des grandes fidélités. Donc c'était aussi un moment important pour nous de nous retrouver tous en même temps sur un même acte performatif et se rappeler aussi que le théâtre, c'est aussi tout cet artisanat, cet art et cet artisanat, je ne sais pas. J'ai jamais résolu cette question, en tout cas pour ma part. Et donc, on court derrière la représentation d'un bout à l'autre, parce que tout se fait en direct. Donc évidemment qu'on n'arrive pas à aboutir les choses comme on les souhaiterait. Mais c'est ça qui est beau aussi à partager, c'est ce spectacle qui n'arrive jamais à rattraper le théâtre, quoi.
C'est un cadeau empoisonné parce que, en fait, donc, on va de soirs où c'est l'abondance et on nous a donné des choses formidables, etc., à des soirs où vraiment il n'y a presque rien les jupes sont des pulls redécoupés, vaguement raccrochés. Et en fait, ça a été pas si facile que ça à construire pour toutes et tous derrière, parce que c'est tout à l'inverse de leur pratique, qui est justement d'aller au plus précis, au plus parfait pour créer une silhouette qui joue, etc. Et là, le choix des matières, il faut le faire en 3 minutes pendant l'entrée publique, quand on nous donne les choses. On a très peu de temps pour se saisir de ce qui pourrait jouer. Et donc, c'est tout faire imparfait, là où on essaie toujours d'aller au mieux. Donc, à la fois, c'était très violent, en vérité. Ça s'est passé très amicalement et très joyeusement, mais il y avait quand même une violence par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai plaisir mais je dirais le plaisir, il est beaucoup dans le fait d'être tous ensemble au même endroit, au même moment, à faire. Ce qui n'est jamais tout à fait le cas en répétition. Il y a des gens qui sont là tôt le matin, dans l'atelier, là, on est dans l'atelier, on est dans les loges et ateliers de confection des costumes à la tempête. Là derrière, c'est l'équipe. On voit on garde parce que c'est drôle, c'est les différentes versions. Par exemple, là, il y a les différentes, je suis peut-être pas dans le cas, différentes versions du manteau, soir après soir, de celle-là de la fin. Là, par exemple, il y a ça, puis ça, puis ça. Donc, vous voyez, comme ça dépend complètement de. Même nous, ça nous amuse de les voir après côte à côte, quoi. Et donc là, c'est ça qui est très très jouissif. C'est aussi le fait vraiment que la troupe élargie, parce que quand on parle de la troupe, on pense toujours à la troupe d'interprètes. Et en fait, là, il y a tout le geste au plateau, où à peu près, bon, bien sûr, l'administration n'est pas là en train de faire les budgets. Ce serait juste que ce soit le cas. Mais en tout cas, du coup, pour nous aussi, ça a vraiment été une occasion d'interroger notre manière de travailler au quotidien ensemble et les relations qui se construisent même dans des équipes qui sont en amitié depuis longtemps. Et bien malgré tout, c'est très passionnant et en fait c'est le propre d'une pratique, c'est plus à chaque fois qu'on le fait, on réinterroge ce qu'on fait. Bon, et chaque fois qu'on peut se saisir d'un moment comme ça pour avancer, enfin pour bouger en tout cas, on sait jamais si c'est dans la bonne direction, mais bon, enfin bref. Et ben là, dans ce cadre-là, oui, ça c'est quelque chose qui est très heureux pour nous. Ah oui, c'est l'arpagon idéal. C'est vrai que tout part de John dans cette aventure, puisque John, c'est vraiment John qui m'a demandé un jour si tu as envie de monter là-bas. Bon, sache que c'est quelque chose qui serait très très important pour moi. John, c'est un acteur qui joue énormément et tout le temps, il a cette chance. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs spectacles avec lui, mais même bien avant ça, je me souviens quand j'étais tout jeune metteur en scène, je lui avais proposé un spectacle sur un texte de Sylvain Levet, et puis ce spectacle ne s'est pas fait finalement. Je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam et je lui ai déposé très timidement. Il jouait au Rond-Point à l'époque, et c'est quelqu'un d'une classe infinie, c'est-à-dire parmi on rencontre beaucoup de gens. Il faut dire que vraiment c'est une chance très particulière au théâtre, c'est que les gens sont si souvent gentils, bienveillants et talentueux. Bon, c'est vraiment une très bonne raison pour faire du théâtre, c'est qu'il y a beaucoup de gens bien. Donc ça c'est une chose, mais c'est vrai que
Il faut bien dire que aussi dans ce métier, quand on est tout jeune, c'est pareil avec Simon, hein. Il a commencé avec Simon Falguière, quand Simon faisait son spectacle, son écriture, parce qu'il considérait que c'était un grand poème, encore à Florent, avec que des élèves. Il était le seul acteur professionnel à ce moment-là. Maintenant, ils le sont tous, et comment. Mais donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un amour du théâtre, qui le rend ouvert à toute chose, etc. Et c'est important, c'est des gens qui sont importants dans ce qui porte de ce métier, ce qui passe aussi du coup aux autres générations. Donc c'est formidable. Et là c'est un peu l'histoire de sa génération, puisque lui, tout jeune acteur qui a découvert sa carrière un peu sur le tard, a rencontré la pièce et Michel Bouquet, qui était la personne qui l'a un peu accompagné dans ce métier, lui qui venait tout à fait d'autre chose et qui avait juste cet acteur qui vivait dans son bled, qu'il est allé toquer à la porte. Et puis donc il a joué le rôle de Cléante, le fils d'Harpagon, 400 fois avec Michel Bouquet, qui a vraiment été son maître de théâtre. Et c'est à la mort de Michel que John m'a dit, voilà, ça y est, je suis prêt, je veux jouer ce rôle. J'ai l'âge que Michel avait quand je l'ai joué avec lui, l'âge du rôle aussi à peu près. Donc c'est le point de départ. Et bien sûr, c'est un acteur qui est formidable, mais qui a vraiment intériorisé le rôle d'Harpagon. C'est comme ça, hein, il y a des rencontres avec des rôles qui sont encore plus forts que d'autres. Et là, c'est le cas, et c'est vraiment... et c'est très, très beau de la voir et de le voir faire, parce que oui, vraiment, quand on le voit, je pense que John est Harpagon. Il y a pas de doute. En plus, il est projeté dans une espèce de machine à laver compliquée, et bien sûr, il est essentiel pour nous qui tiennent ce fil, parce que c'est aussi la dynamique même du spectacle qu'on fait, c'est-à-dire le théâtre contre Harpagon, et donc c'est tout à fait formidable de la voir et de le voir faire tous les soirs son art. Les gens ont une vraie soif de théâtre en ce moment. Ça se sent, parce que depuis le Covid, je crois que les théâtres, en tout cas nous à la Tempête, on a la chance d'avoir un public nombreux dans l'ensemble. Je touche du bois et compagnie. Et il y a, c'est paradoxal, c'est vrai, parce que on ne peut pas dire que la période soit facile, je veux dire globalement. Le monde est difficile à avaler en ce moment. Et je pense que moi je ressens beaucoup de désir fort de théâtre, et du coup je trouve que dans les salles il se passe plein de choses intéressantes, puissantes, et qu'on est dans une période qui n'est pas amollie, qui est bien sûr avec des qualités diverses et tout ça, je sais bien, mais en tout cas ce qui se passe au théâtre en ce moment est passionnant, correspond parfaitement aussi à ce qui manque avec le tout numérique, qui a beaucoup d'autres qualités, mais qui est privé de ce lien particulier. Et je dirais même, le théâtre, c'est tout à fait le contraire des réseaux sociaux, c'est-à-dire que on se retrouve réunis dans une salle avec des gens, bien sûr, on pourrait dire sociologiquement, qui ne sont pas si loin les uns des autres, mais enfin on fait une communauté avec des gens qui n'ont pas forcément le même avis, et qui ne sont pas forcément à toujours finalement redire ce qu'on a exactement en tête, parce qu'on finit par algorithmiquement se retrouver dans une boucle très petite. Et puis parce que c'est un espace d'attention beaucoup plus pauvre, et où les choses, il se passe beaucoup moins de choses que sur 5 minutes de réseaux sociaux ou de vitesse. Nos cerveaux vont maintenant très très vite, et parfois justement on a besoin d'un temps pauvre.
concentré et avec cette joie, c'est-à-dire autre chose qu'on a un peu voilée pendant les années, parce qu'en fait, j'ai tapé dans le micro, professionnellement, on est des gens très complexés, très complexés. Parce que notre métier, ça s'appelle jouer. Bon. Encore on dit le jeu. Alors on essaie de donner tous les contours le plus sérieux possible. C'est la chose, c'est d'une importance capitale de jouer. Ça fait toujours fait partie. On voit vous voyez les chiots ou les petits lionceaux, bah, ils jouent. Vous voyez, et le jeu a toujours existé dans l'humanité, et même au-delà de l'humanité, puisque les animaux jouent. Pour apprendre à être, ils ne jouent pas au hasard non plus. Mais enfin, ce qui est très important et compliqué dans le jeu, le jeu c'est la joie, et c'est pas grave. La différence quand on joue, quand les enfants jouent et qu'ils se flinguent comme ça, personne n'est mort. Et ça, on se relève, on reprend, on apprend d'ailleurs aussi le danger, le machin, en l'exorcisant, etc. Et donc, cet aspect-là, je crois qu'il est important et très vivace en ce moment, et il fait vraiment du bien. Il n'est pas mieux que d'autres, c'est pas une question de mieux, moins bien, le théâtre. Il y a un endroit qui est vraiment très intéressant à vivre. Et ce que viennent chercher les spectatrices et les spectateurs, c'est très clair, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on est presque obligé par la qualité singulière que viennent chercher les gens. Ils sont moins critiques qu'à une certaine époque où tout le monde se disait bon, en fait on attend de moi que je sois dans une position de critique. Ils sont en attente d'une expérience qui compte, qui émeuve, qui bouge, bon, voilà. Très ouverte d'ailleurs. Donc je dirais que le théâtre va bien. Après, oui, c'est difficile de faire venir du public toujours, et nous on est sur des séries longues, c'est-à-dire qu'on ne joue pas 2-3 fois, donc on a la chance et la difficulté de ne pas pouvoir se contenter d'un public d'abonnés ou un public tout proche du premier cercle des gens qui suivent telle ou telle compagnie. Il faut en permanence travailler, donc on ne sait jamais tout à fait si un spectacle va remplir, pas remplir. Et du coup, j'ai toujours pas les clés. Et il n'y a que le travail, une date après l'autre. J'ai à la tempête la chance d'avoir une équipe qui est vraiment incroyable, d'engagement et de talent, vraiment. Une jeune équipe, bien sûr. On est un petit théâtre, en fait. On est une petite équipe, tout le monde fait un peu tout. Et c'est tout le temps remis en question, mais c'est aussi, mais du coup, voilà, il faut se coltiner ça, parce qu'en effet, les gens, quand ils viennent à la tempête, il faut qu'ils se rassurent sur le fait qu'il va y avoir une navette quand ils vont sortir du métro. Il ne faut pas qu'ils crèvent en vélo, par exemple. Ça paraît improbable ce que je dis, mais ça arrive. Il faut se dire, bon, je prends la voiture, etc. Un très bon parking. Mais en même temps, du coup, c'est vrai que quand on vient, on se retrouve dans les bois, donc on a le temps il y a quelque chose qui se relâche. Du coup, nous dans ces contextes-là, ça nous rend très attentifs à comment les gens commencent leur soirée. Ça fait partie du spectacle. Enfin, vous l'avez dit, c'est une expérience complète, donc on essaie de faire attention au mieux est-ce que c'est à faire des choses qui sont bonnes à manger, à boire, mais pas trop, sinon après tout le monde roupille. Et tout ça est important. On fait cette petite boutique et c'est plaisant. Et bon, à la tempête, on a la chance quand même d'être aussi accompagné par, il faut le dire aussi, parce que c'est vrai, par le ministère. On est soutenu. Là, on essaie tout le temps d'améliorer notre outil. Donc là, on a des travaux importants dans notre petite salle. Qui va vachement s'agrandir, et puis et voilà, les dés en sont rejetés à chaque fois, mais ce qui est plus sombre, c'est que nous, on est un théâtre d'accueil en co-réalisation, on n'a pas les moyens d'acheter les dates, c'est-à-dire que c'est du partage de recettes très avantageux pour les compagnies, c'est un accompagnement.
je pense que les conditions sont plutôt bonnes. Néanmoins, les compagnies indépendantes sont en danger. Dans les structures, c'est une chose, parce qu'il y a des subventions qui tombent. Nous, on est pour l'instant pas trop frappé, mais on est, comme tout le monde, frappé par des dispositifs qui tombent à l'eau, etc. Et on s'accroche. Mais là, ce qui va vraiment compter pour garder, parce qu'il y a quelque chose, là aussi, que je dirais un petit peu sous-estimé en France, c'est ce système de l'intermittence qui permet à des compagnies de vivre et de façon très indépendante et qui fait ce foisonnement étrange, bizarroïde. Oui, tout n'est pas... Parce que parfois on dit, ah oui, il faudrait faire tomber des compagnies pour ne garder que les bonnes. Mais ça ne marche pas comme ça, la création. La création, c'est quand il y a une effervescence, va sortir de là tout d'un coup des météores, des metteuses en scène ou des metteurs en scène qu'on suit, des équipes, des actrices, des acteurs, je ne sais pas quoi. Oui, mais on ne peut pas trier ça. C'est un mouvement global qui crée les conditions pour qu'émergent des gestes artistiques forts. Et ben, la richesse, la diversité des esthétiques, parce que c'est une erreur. Il y a toujours une esthétique qui prend un peu le dessus, mais toutes les esthétiques sont bonnes. Je veux dire, après, c'est qu'est-ce qui est en partage, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est beau. Mais en France, par rapport à d'autres pays, même bien structurés, etc., on a la chance du foisonnement et de l'indépendance, des gestes artistiques. Et il y a une phrase qui souvent, entre nous fait beaucoup rire, et qu'on se retrouve souvent attribuée de ce terme journalistiquement de foutraque. Ça agace parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, bien sûr, évidemment. Mais bon, on pourrait aussi dire c'est très bien qu'on ait cette chance d'avoir un grand théâtre foutraque, et ça, c'est mis en danger. Puis il y a aussi les métiers qui sont mis en danger, c'est-à-dire que petit à petit, les spectacles, leurs moyens sont moindres, évidemment les gens trouvent moyen de créer, mais il serait dommageable que derrière quelques grands spectacles étendards qui sont super, etc., avec beaucoup de moyens, il n'y ait plus que des théâtres avec un acteur et demi et une chaise. Parce que c'est si beau aussi de rentrer dans un univers complet, de s'embarquer dans quelque chose. Donc, tout ce contexte-là, des moyens financiers, et puis surtout en région encore plus fortement, etc., où c'est très dépendant de volonté politique qui crée de la fragilité, une grande fragilité. Nous sommes à l'endroit d'une structure subventionnée loin d'être à plaindre, mais on est dans un écosystème. Et donc je distingue bien ça de la vitalité de notre pratique. C'est-à-dire qu'il y a tout lieu de rester profondément optimiste sur le sens que ça a et sur le plaisir qu'il y a à partager tout ça. Et il va falloir se battre, je pense, vigoureusement pour en garder les moyens et pas non plus laisser raconter une autre histoire de ce qui se passe dans les théâtres. Parce que moi, je vais vous dire, je suis arrivé ici à la Tempête, je ne savais pas ce qu'était le théâtre, j'avais 25 ans, donc il y a longtemps. Et ça m'a fait l'effet de la dernière séance d'Eddie Mitchell, je ne sais pas si vous avez connu. La première fois que j'ai vu la dernière séance d'Eddie Mitchell, j'étais tout petit, encore plus petit que ça, bien sûr. J'avais, je sais pas, 8 ans. Et puis ça finit par la chanson d'Eddie Mitchell, c'était la dernière séance. Et j'étais dégoûté. Parce que vraiment, j'avais passé un super moment. J'avais eu un western et un Tex Avery. Après, mes parents m'avaient envoyé me coucher pour le deuxième. Mais je savais qu'il y avait un deuxième western après. Et alors, j'entends cette chanson. Et je me dis, voilà, cette émission géniale, je l'ai vue qu'une seule fois. C'était la dernière séance, c'était foutu. C'est exactement ce qui est arrivé au théâtre, il y a 25 ans donc. Quand je suis arrivé, tout le monde disait c'est fini le théâtre, ça marche plus, ça plaît pas. Je me suis dit merde, enfin un endroit où je m'épanouis, où je comprends quelque chose, et où j'ai l'impression de comprendre quelque chose. Et voilà, c'est les derniers feux. Et donc